Salut toi. On est de retour pour une saison 2 d'Alice au pays des femmes. Un podcast où environ toutes les 2 semaines, je donne la parole à une femme pour un échange sans tabou autour des thématiques qui nous touchent. Dans cet épisode, j'ai le plaisir d'échanger avec Swan Périssé qui est humoriste. On va parler entre autres de l'impact de la confiance en soi, de colère, de chagrin d'amitié et plein d'autres choses que je te laisse le plaisir de découvrir lors de cette écoute. Tu peux découvrir ou suivre l'actualité de Swan sur son site et ses réseaux sociaux. Et je t'encourage grandement à te déplacer pour aller la voir en spectacle. C'est l'un de mes spectacles préférés de cette année. Je te mets tout ça en note du podcast ainsi que quelques références qu'on va évoquer dans l'épisode. Tu peux également me suivre sur les réseaux et je te mets le lien de mon nouveau podcast Cher Nugget, un podcast sur la maternité et la prématurité. Tu peux soutenir mon travail en le partageant et en lui laissant une note. Si tu souhaites participer au podcast, tu retrouveras en note de celui-ci comment me contacter. Il ne me reste plus qu'à te souhaiter une bonne écoute. Bon, j'allais te demander comment tu vas, mais du coup, je sais un petit peu. Bah franchement, ça va. Petite santé, gros moral. Voilà. C'est souvent ça le début de l'automne pour moi. Ok, c'est plutôt pas mal. Ouais, c'est cool. C'est quoi, je vais attaquer tout de suite avec le vif du sujet. Elle était comment, Swan, quand elle était petite ? Alors, moi, je suis pas très nostalgique. Je suis pas trop plongée dans l'enfance en général, quoi. Donc, il y a plein de choses que j'oublie. On me les rappelle, même des trucs, je sais pas, traumatisants ou quotidiens. Vraiment, je suis pas du tout quelqu'un qui pense à cette partie de ma vie régulièrement. Mais je peux te dire ce qu'on m'a dit sur moi et ce dont je me souviens. Donc, ce qu'on m'a dit sur moi, c'est que j'étais déjà un bébé très, très indépendant, que j'aimais pas trop qu'on m'aide à jouer avec des trucs, tu vois, que quand on venait m'aider à jouer avec des jouets, je prenais gentiment la main de la personne, je l'éloignais, je me mettais dos à elle et je continuais à développer mes machins. Et donc, bah alors peut-être que c'est une histoire que je me suis racontée, mais en grandissant en tant que petite fille, puis en tant qu'ado, j'ai ce souvenir d'indépendance totale, quoi. De vouloir qu'on me laisse tranquille. Jamais j'ai laissé mes parents me dire de faire mes devoirs. Et limite, j'étais bonne élève pour pas qu'on me saoule et qu'on me dise quoi faire. Aujourd'hui, je suis entrepreneuse. J'ai vraiment du mal à coproduire quoi que ce soit parce que j'ai envie de décider tout de A à Z et tout. Donc, je pense très entrepreneuse. Solitaire, très indépendante, quoi. Voilà. Donc ça, c'est le souvenir c'est ce qu'on dit de moi, ce que ma famille dit de moi. Et après, dans mes souvenirs, j'ai toujours aimé faire mon intéressante, faire rigoler, foutre l'ambiance. J'ai toujours été très sociable, j'ai toujours eu plein d'amis, j'ai toujours été la déléguée de classe, voir la déléguée des délégués, tu vois. Et ouais, beaucoup, très copain, copine, très sociable. Voilà. Du coup, j'ai l'impression que t'es pas hyper éloignée de ce que t'étais en fait déjà enfant. Ouais, en tout cas, c'est peut-être pour ça, tu vois, que je me souviens que de ça de mon enfance. Ça se trouve, on m'a dit que j'étais hyper timide et j'ai oublié, mais j'ai vraiment aucun souvenir d'avoir été timide à un moment dans ma vie. Mais oui, je pense que c'est des traits qui se retrouvent encore chez moi. Alors après, est-ce que tous les bébés parfois ont envie de découvrir tout seuls et tous ne deviennent pas entrepreneurs et stand-uppers peut-être. Mais oui, c'est sûr qu'aujourd'hui, je suis très indépendante. J'aime bien faire mes trucs. J'aime bien inventer des trucs qui n'existaient pas avant. Même si ça coûte cher, même si c'est galère et que c'est un chemin plus sinueux que si je m'étais greffée à quelque chose qui existe déjà ou que j'avais suivi un chemin tout tracé. C'est sûr. Et toujours, j'aime bien être entourée avec plein de copains, plein de copines. J'adore plaire aux hommes, aux gens que je rencontre. J'aime bien faire rigoler. C'est sûr, c'est devenu mon métier, quoi. Donc, ouais. T'as voulu, dès le départ, être sur scène ? Ça, c'est venu à 12 ans, plutôt. À 12 ans, quand j'étais en 5e, on me disait beaucoup de faire du théâtre, notamment ma grande sœur, Élise, qui avait commencé le théâtre en 6e, et elle, ça l'avait beaucoup aidé à sortir de sa timidité. Elle avait été passionnée de marionnettes. Elle faisait de la marionnette, aujourd'hui, ça paraît un peu fou à dire, mais ça a été une grande période de ma vie. En fait, la marionnette, c'était limite un art comme les autres, quoi. Comme les gens qui font, je sais pas, du rugby, de la natation. Pour moi, c'était, tu fais de la marionnette, quoi. Parce que vraiment, t'apprends à bouger un objet et à le faire vivre sur scène en t'effaçant complètement, quoi. Je me souviens qu'elle me parlait tout le temps de ça et elle me parlait de Madame Bescon, qui s'appelle Madame Gaillery maintenant parce qu'elle a divorcé entre-temps. Mais elle me parlait
cette prof de français incroyable qui menait cet atelier théâtre au collège Georges Courteline. C'est le collège dans lequel j'étais. Et moi, je voulais pas apprendre les textes. Voilà, je me souviens, j'ai pas envie d'apprendre les textes par cœur. Puis j'ai fini par aller au cours de théâtre en 5e. C'était entre midi et 2, je me souviens. Et ça a été un coup de foudre tout de suite, quoi. Franchement, j'ai adoré le cours de théâtre. Je me souviendrai, mais vraiment toute ma vie, je pense, de la première fois que j'étais dans le cours de théâtre. On était dans une salle de classe. Je me souviens de l'exposition au soleil. Je me souviens de la température. Je me souviens de l'odeur. Je me souviens que c'était au premier étage au-dessus de la cour, la deuxième cour du haut de Georges Courteline. Et du moment où je devais monter sur une chaise, parce qu'on faisait, pour incarner un peu la scène, on montait sur une chaise, mais de scolaire, quoi, tu vois, d'écolier. Et où j'ai récité mon premier texte. En fait, c'était direct un travail de cœur. Je crois que je récitais le texte d'un roi. Je me souviens même plus ce que c'était comme texte, mais je faisais le roi et tous les autres élèves du cours de théâtre autour de moi, et on alternait les rôles au fur et à mesure, mais je faisais le texte et je faisais des pauses et tout le monde faisait le vent. Donc tout le monde faisait ouh, et je disais je sais pas, le vent souffle sur les plaines, et là tout le monde faisait ouh, et j'ai trouvé ça tellement fun. Je me suis dit, c'est trop drôle, quoi. On est en train de jouer comme des enfants. J'avais 12 ans, j'étais encore un peu une enfant, ou 13 ans, et je trouve ça fascinant. Et donc, à partir de 12 ans, j'ai été passionnée de théâtre. J'étais en sport étudiant de balle à l'époque. J'ai fini tant bien que mal, parce que je faisais, 8 heures d'entraînement par semaine, et peut-être 2-3 heures de match avec l'échauffement et tout. J'étais nulle en handball, ça m'intéressait plus du tout, et je voulais faire que du théâtre. J'ai cumulé les options avec les 6e, 5e, les 4e, 3e, les cours par-ci, par-là. Et après, j'ai fait une option théâtre au lycée. J'étais avec Pierre Ninet, Jules Citruc, Adrien Gallo, qui lui faisait option musique, mais plein de gens qui faisaient des options artistiques, quoi, dans un lycée artistique. J'avais obtenu une dérogation exprès pour aller dans ce lycée, au lycée Claude Monet. Je l'ai passé en candidat libre parce que pour des raisons d'organisation, je crois. Et puis après, j'ai fait Sciences Po Paris parce que je connaissais pas trop. Pourtant, Pierre m'en avait parlé de la classe libre du cours Florent et tout, mais je savais pas trop comment on transformait ça en profession. Et dès 2 ans plus tard, quoi, donc j'ai un peu arrêté, peut-être en première et deuxième année de Sciences Po, quoi, d'études. Et à partir de 19 ans, j'ai dit que je voulais être humoriste. Voilà. J'ai refait un passage sur scène un peu amateur et tout. Les gens ont bien rigolé, j'ai une standing ovation et tout. Et à 19 ans, j'ai dit je veux être humoriste. Voilà. Et je pense que j'ai réussi. J'ai réussi. En tout cas, je suis arrivée à faire le métier qui, dans mes yeux, c'était ça, être humoriste. Je pense que c'est juste aujourd'hui, quoi, que j'y arrive. Donc, j'ai 33 ans, donc ça a mis 14 ans. Après, j'ai été humoriste, hein, mais j'ai été humoriste précaire, j'ai été humoriste dans la galère, j'ai été humoriste en me remettant en question, en doutant, en souffrant, en arrêtant la scène, en faisant que sur les réseaux et tout. Et aujourd'hui, je suis humoriste, quoi. Voilà. Et est-ce que tu penses que c'est plus difficile pour une meuf d'être dans l'humour ? Oui et non. Enfin, oui, parce que je pense que être humoriste comme on l'est aujourd'hui, en tout cas, ça demande vraiment d'affirmer ses opinions très fort, même quand elles divergent un peu de ce que la société pense. Donc d'avoir une énorme confiance en soi et de développer des vannes autour de ça. Donc pour forger ses propres opinions, faut accepter de contredire plein de choses que les gens pensent, et accepter de pas être dans la bien-pensance, la bienséance, et de faire ce que tout le monde fait. Ce qui est très difficile quand t'es une femme, parce que dès que tu fais un pas de côté, on te le reproche, soit en disant que t'es trop, soit en disant que t'es pas assez, soit en disant que t'es, tu vois, que ce soit drôle, sexy, forte, puissante, ta voix, ton corps, ta façon de t'habiller. Donc ça, je suppose, je suis pas un homme, mais je suppose que quand t'es un homme, on va vite, enfin je l'ai vu en tout cas de mes propres yeux, on va vite dire que t'es edgy, que t'es original, audacieux. Et quand t'es une femme, on va dire que t'es bizarre, que t'es capricieuse, que t'es insupportable. Enfin voilà, donc typique, ce qu'on va valoriser chez un homme, on le valorise pas chez une femme. Donc il y a vraiment ce truc de trouver sa personnalité. Ensuite, il y a le truc de devenir bon en humour et bon en vanne. Ça, faut passer par vraiment les étapes de te prendre des bides absolument, quoi. Et d'accepter de pas faire rigoler, et de faire des bad buzz, et d'assumer de voir des regards gênés quand tu fais n'importe quoi sur scène. Et ça, encore une fois, quand c'est pareil pour les sports très masculins. Les sports très masculins,
t'essaies de faire du BMX et quand tu tombes, on te dit, ah, c'est parce que t'es une fille. Quand tu te casses un truc, c'est parce que t'es une fille. Oui, c'est directement lié à ton genre, voilà, en fait. c'est ça. Alors que, voilà, en stand-up, combien de fois on me disait que j'étais pas drôle parce que j'étais une femme, parce que j'étais une femme. Et après, quand j'ai réussi, pas tout le monde, heureusement, mais disons que 6% des gens que tu croises, et c'est douloureux. Quand j'ai commencé à devenir connue, c'est parce que j'étais bonne, quoi. Voilà, parce que j'étais bonne, parce qu'on voyait mes seins, parce que c'est plus facile pour une fille, quoi. Voilà. Donc quand je suis nulle, c'est parce que je suis une fille. Quand je suis forte, c'est parce que je suis une fille. Bon, soit. Mais bon, en fait, dès que tu commences à réussir et à t'entourer des bonnes personnes et avoir les moyens pour payer des gens qui t'aident et à travailler avec la bonne manageuse et avec la bonne assistante et à organiser toi-même ta tournée, à produire toi-même tes spectacles, c'est vraiment des gens que tu ne croises plus, quoi, parce que il y a le succès financier, il y a le succès sur les réseaux, il y a les salles qui se remplissent et tout, donc les gens peuvent bien dire ce qu'ils veulent. Donc ça vient nourrir le fait que tu as développé ta personnalité sur scène et tes vannes viennent nourrir le fait que ça marche, etc. Et après ça devient un cercle vertueux. Mais quand t'es dans le cercle vicieux, c'est-à-dire les premières années où c'est hyper dur et en plus c'est précaire, donc t'acceptes tout et n'importe quoi, là c'est ces années-là qui sont les plus difficiles, quoi. Il faut persévérer à fond. Et comment tu fais justement pour, dans ces moments-là, pas lâcher ? Franchement, moi j'ai des conseils à donner à personne, juste j'ai pas lâché, quoi. Mais je comprends, enfin j'ai arrêté 10 fois, je me suis dit que j'allais arrêter 50, j'ai complètement réorienté. À un moment j'ai arrêté vraiment pendant des années je suis plus du tout allée sur scène et je faisais que des réseaux sociaux, enfin des vidéos sur les réseaux sociaux. Et ça me rendait très heureuse, quoi. Donc je pense, tu t'écoutes, quoi. T'écoutes ton équilibre entre c'est vraiment mon rêve et faut que je mange et faut que je paye mon loyer et faut que je sois heureuse, quoi. Faut que je respire, faut que j'arrête d'avoir des nœuds dans la nuque le soir et des angoisses existentielles en permanence, quoi. Donc faut trouver ce juste équilibre. Il y a des gens, ça passe par la souffrance, jouer 50 fois par jour dans plein de petits plateaux. Et prendre toutes les critiques et accepter et bosser. Il y a d'autres gens, au contraire, ils prennent du recul, ils s'entourent avec leur famille, leurs amours, ils vont que dans des endroits hyper safe. Enfin, tu vois, donc ça dépend de tout le monde, quoi. Donc, bon courage. Moi, j'ai découvert ton travail via YouTube. En fait, je me suis posé la question quand j'ai su qu'on allait enregistrer ensemble. Ouais. Je me suis dit, attends, c'était comment je t'ai découverte ? Et je me suis dit, ça remonte à un bail. C'était une vidéo YouTube et je crois que c'était sur l'épilation. Ouais, il y a super longtemps, je pense, ouais. C'était une espèce de petite fiction, c'est ça ? Ouais, un peu. Ouais. En fait, ce que j'ai trouvé hyper chouette, je me suis dit, putain, la meuf, elle y va. et j'ai envie de voir des modèles comme ça, d'avoir des meufs qui y vont, qui ont quand même une sorte de lâcher prise, en tout cas, de ce qui en ressort quand tu regardes la vidéo, que tu suis, etc. Et aussi, ce qui m'a vachement interpellée, c'est le rapport au corps. Ouais. Parce que pour ma part, j'ai toujours eu un rapport au corps très compliqué. Et en fait, de voir une meuf qui dit non, mais en fait, ok, vas-y, YOLO, quoi. Ouais, j'ai des seins, vas-y, si j'ai envie de mettre un décolleté, je mets un décolleté. Ouais, j'ai des formes, je vais pas m'empêcher de mettre une mini-jupe, fuck. Ça te plaît pas, vas-y, détourne. Et en fait, j'ai trouvé ça tellement libérateur. Donc déjà, merci. C'est un plaisir. Non, mais je trouve ça cool parce que on est quand même vachement bercé. Enfin, en tout cas, moi, j'ai été vachement bercée par ça ah non, mais t'es une meuf grosse, donc non, faut pas que tu mettes de mini-jupe. Non, mais mets pas non plus une robe longue, t'es toute petite, ça va te tasser, etc., etc. Et en fait, t'apprends du coup à te cacher. Et du coup, je trouve ça hyper intéressant d'avoir des modèles comme ça. Et je pense qu'il faudrait que ça se démocratise encore plus. Tu vois, je pense aussi à Juliette Katz, qui est vachement là-dedans. Et je trouve qu'on devrait encourager vraiment à dire, lâcher un petit peu et regarder ces meufs-là, quoi. Tant mieux. Tant mieux, ça me fait trop plaisir que tu m'aies découverte comme ça. T'as toujours eu un rapport à ton corps comme ça, entre guillemets, sain ? Ou ça a été aussi un peu... Ouais. En vrai, je sais pas, je pense que j'ai tout de suite compris que... Enfin, non, ce que je raconte souvent, qui fait rigoler les gens, quoi, mais c'est que je me suis pas vraiment rendu compte que j'étais petite et dodue, quoi. Je me suis rendu compte très tard et c'était un peu trop tard pour les complexes, quoi. J'avais vraiment une grande confiance en moi, quoi. J'étais très, très, très complexée par ma taille jusqu'à mes 15 ans. Donc je fais 1m53 et je pense que jusqu'à ce que la puberté arrive, donc jusqu'à mes 15 ans, j'ai commencé à avoir des seins où là, on m'a donné mon âge. Je faisais vraiment 3 ans de moins, quoi. Donc tu vois, quand t'as 13-14 ans et que tu fais 11 ans physiquement... et que t'es avec tes copines, on dirait que tu t'es perdu sur les photos de classe. Je suis toujours au premier rang, il y a une petite tête.
un trou, tu regardes plus bas, il y a moi, et une tête, enfin, tu vois, c'était vraiment... Enfin, les gens étaient plus grands de 2-3 têtes de plus que moi, quoi, en permanence. Donc ça a été un complexe énorme, hein. J'étais même allée faire un stage à l'hôpital pour voir si je pouvais prendre des hormones tous les jours de ma vie pendant 3 ans pour éventuellement gagner 3-4 centimètres. Enfin, ouais, vraiment. Et mes parents avaient fini par accepter que j'aille à l'hôpital pour voir ça. Mes parents avaient interdit à ma grande sœur de m'appeler Bouchou parce que c'était un énorme complexe, quoi. Et Dieu merci, ça s'est arrêté avec en ayant l'air d'une femme, quoi, avec les seins, quoi. Je pense que c'est pour ça que je parle autant de mes seins. Enfin, j'en parle plus trop maintenant parce que je passe à autre chose. Ça a été, j'ai oublié. En fait, c'est ce truc aussi de pas s'attacher au passé, tu vois. Je sais pas, je passe à autre chose, quoi. J'avais plus le complexe. Voilà. Et puis après, le rapport au corps. Ouais, je pense que le sport m'a toujours aidée parce que j'ai toujours fait beaucoup de sport dans tous les sens. J'ai jamais été très forte à un sport, sauf peut-être en roller, mais j'ai toujours fait plein de sports. Et donc, je trouve que ça aide vraiment à avoir un corps puissant, quoi. Donc, peu importe le gras par-dessus, peu importe, je sais pas, les rondeurs ou avoir une mine fatiguée ou pas avoir, je sais pas, l'épaule ou la clavicule là où tu voudrais ou voir qu'il y a des top modèles autour de toi. Quand t'arrives à monter un mur d'escalade que t'arrivais pas à monter 3 semaines plus tôt, quand t'arrives à faire, je sais pas, 50 squats sans avoir de douleur alors que 6 mois plus tôt, t'en faisais 10, t'étais épuisé. Quand t'arrives à courir 10 kilomètres alors que t'étais essoufflé pour 1 kilomètre et tout, c'est quand même des petites victoires qui rendent ton corps hyper puissant, quoi. Et même sans parler de performance, moi je fais beaucoup de ce qu'on appelle de la mobilité. En gros, c'est des espèces d'étirements en musculation. Quand t'arrives à atteindre un livre dans ta bibliothèque tout en haut, alors qu'avant tu te ferais mal au dos, voilà, ou juste être en tailleur sur une chaise. Enfin, tu vois, des tout petits trucs, quoi. Bah, je trouve que ça rend ton corps, ça le transforme en complice, quoi. Tu vois, donc ça c'est chouette. Ça m'a aidé, je pense, à l'aimer et à pas trop me poser de questions. Et j'ai un peu une idée de la réponse, mais et tu penses que ça a aidé dans ta sexualité, dans ton rapport à la sexualité, par exemple, d'avoir confiance comme ça en ton corps? Franchement, je sais pas parce que encore une fois là, en ce moment, je commence une histoire. J'ai l'impression que ça fait des années que je commence des histoires, mais je me rends compte que vraiment, vraiment, mon physique et mon amour de moi, si par exemple je perds du poids ou je m'affine ou je suis plus reposée donc je me sens plus jolie et tout, c'est pas du tout un truc auquel je pense dans la sexualité. Moi j'ai l'impression que le désir prend le dessus. Et pareil, ça a jamais été un critère pour moi vraiment le physique ou les muscles chez quelqu'un. Et si j'ai du désir sur quelqu'un, ça va jamais être suscité par son corps, tu vois. Genre, si j'ai un amoureux qui fait 15 kilos de plus ou 15 kilos de moins, bah, à la limite, je vais pas le voir. Mais genre, son odeur, sa façon de me toucher, de me parler, etc., bah, là, ça va être stimulant ou pas sur le désir, quoi. Pour moi, le désir n'a rien à voir avec le physique. Peut-être au début, tu vois, dans la rencontre, je sais pas, dans un bar, en soirée, et encore, il y a quand même beaucoup de feeling, de regard, de discussion, de drague, tu vois, on croit que c'est le physique, mais en fait, c'est plus le feeling, quoi. Et ouais, je pense, voilà, c'est pas quelque chose auquel je pense au lit, quoi. Enfin, genre, si je suis avec un beau mec, ça m'arrive de coucher avec des méga sportifs et tout, bah, je vais toucher leur corps et le regarder et dire, ah, c'est beau, t'es sexy, tu vois. Mais je vais, si je couche avec quelqu'un de très mince, je vais le regarder pareil avec une fascination et voilà. Et donc, vu que je le pense pour les autres, je le pense pour moi, tu vois. Genre, si j'ai 3 kilos en trop, parce que j'ai eu quelques mois difficiles, j'étais en tournée, j'ai mal mangé, je suis fatiguée, j'ai bu beaucoup d'alcool parce que ça va avec mon métier, entre guillemets, parce que c'est très mondain, quoi. Bah, je me dis pas, ah là là, cette poignée d'amour, ça va vraiment ruiner cette partie de jambe en l'air, quoi. Je sais que c'est facile à dire, hein, et que c'est pas le cas pour tout le monde, et je dis pas que tout le monde devrait se sentir comme ça, mais en tout cas, c'est vraiment profondément ce que je ressens moi, quoi. Mais je pense que ça m'a fait gagner un temps fou, hein, parce que j'ai l'une de mes meilleures amies qui me dit, mais 100% des parties de mon corps m'ont complexé, quoi. En fait, moi, rien du tout, quoi. Parfois, je vois des photos de moi quand je suis sur scène et je me rends compte que j'ai des cuisses hyper musclées parce que bah, je viens de me taper 1000 km à vélo. Je fais souvent des trucs comme ça et je m'en suis même pas rendu compte dans le miroir. Et je me rends compte parce qu'on me prend en photo quand je suis sur scène et je trouve ça curieux, quoi. Je dis, ah ouais, putain, c'est marrant ce muscle. Mais vraiment, j'ai l'impression d'avoir une vision très masculine de constatation du corps changeant et dire, ok. Ouais, mais c'est méga intéressant. Hein. Parce que effectivement, très souvent, dans les échanges que j'ai pu avoir, souvent les meufs sont hyper complexées. Et je trouve ça du coup hyper intéressant d'avoir ce point de vue-là.
Et vraiment, j'aimerais pour moi, mais j'aimerais pour plein de meufs qu'on soit plus dans cette approche-là. Ouais, mais pourquoi et d'où ça vient, je sais pas du tout. Je pense que le sport, ça aide parce que vraiment, il y a plein de fois où je me suis remise au sport. Bah, parce que je me sentais un peu engoncée, pas bien bougée, où je me disais, peut-être si je perds du poids, mais en fait, au bout de 2 semaines, j'oublie complètement cet objectif de poids ou de... 6 mois plus tard, je suis là, j'arrive à crapahuter, j'ai envie de prendre le vélo, ça me dérange pas de marcher une demi-heure pour rentrer à la maison, j'ai envie de sortir le week-end, enfin tu vois, et en fait c'est ça qui m'apporte de la joie, c'est vraiment pas de mincir quoi. Tu vois, c'est parce que moi je suis fluctuante selon le mood et selon ce que je peux aussi, parce que quand t'es humoriste, ta vie c'est tout sauf stable quoi, vraiment tu passes ta vie loin avec un sac à dos, à dormir dans des hôtels glauques, enfin c'est vraiment ça quoi. Je sais pas, c'est trop cool. Bah, je souhaite, j'espère que ce discours peut être inspirant pour les unes les autres et tout. Après, parfois, je me sens moche, mais je pense pas que c'est lié à mes genoux, à ma cellulite, à mes seins qui tombent. C'est plus lié à un mood, quoi. Tu vois, je suis triste, j'ai un chagrin d'amitié, j'arrive pas à entretenir une relation qui est importante pour moi. Enfin, tu vois. Donc là, je me sens moche, mais c'est plus un état intérieur, quoi. Ouais. Tu vois. Et je rebondis parce que tu viens de parler de chagrin d'amitié. Ouais. Et je trouve que c'est quelque chose qu'on en parle de plus en plus. T'as déjà eu des gros chagrins d'amitié ? Ouais, j'ai déjà eu des gros chagrins d'amitié, ouais. Bien sûr. Et c'est très très dur, c'est très très dur. J'avais fait un stand-up là-dessus, mais que j'ai jamais gardé. J'avais joué juste une seule fois devant 400 personnes dans la grande salle de l'Apollo Théâtre pour un podcast qui était enregistré par Lorraine Bastide pour La Poudre. Elle a invité 3 humoristes et on avait fait un peu un stand-up exceptionnel dans le sens qui n'avait jamais été fait auparavant. Et après, on avait enchaîné par une discussion sur l'humour avec Lorraine Bastide et elle avait gardé en podcast bien sûr que la discussion sur l'humour et pas du tout ce stand-up qui était fait que pour les participantes qui étaient dans le public ce jour-là. Et donc j'avais parlé de ce chagrin d'amitié, et je faisais plein de vannes, je disais en fait les chagrins d'amour, il y a tellement de chansons dessus, il y a tellement de films dessus, il y a n'importe qui dans ton entourage qui a un minimum d'empathie quand tu lui dis voilà, j'ai le cœur brisé, ce mec ou cette meuf m'a largué, voilà, c'est fini. Il y a quand même une empathie, voilà, des films, des livres. En même temps, tout le monde y va de son petit commentaire, mais tu vois, et les chagrins d'amitié, personne prend ça au sérieux, quoi. Tu vois, il y a vraiment un truc de tu sens que t'as perdu une partie de ton cœur, et tout le monde est là, t'en as d'autres, des potes. Ouais, c'est ça. Ah, qu'est-ce que t'as fait? Oh, ça va passer, c'est pas grave, tu vois. Et ça, c'est, du coup, t'es dans une solitude inouïe. Et en plus, on sacralise beaucoup l'amour et on sacralise pas beaucoup l'amitié. Donc, quand t'es en couple avec quelqu'un ou avec quelques-uns, quelques-unes, comment vous vous êtes rencontrés, ça tu l'as raconté 50 fois. La première fois que vous avez fait l'amour, t'as raconté 50 fois. La première fois que t'as regardé cette personne en disant je l'aime, tu vois, tu t'as su, vous en avez parlé avec lui ou avec elle, tu vois. Et genre en amitié, ça se fait tout seul, quoi. Du coup, tu racontes pas 40 fois aux gens comment tu t'es rencontré, tu te souviens pas du jour où tu as regardé cette personne et tu te dis mais je l'aime. En fait, c'est arrivé dans ta vie comme un océan doré. Une cascade de bonheur et un jour c'est plus là et t'arrives pas vraiment à mettre des mots sur ce manque et en fait c'est terrible, enfin c'est parce que c'était sûrement l'une des plus grandes joies de ta vie, tu vois. Et en tout cas moi je sais que là j'ai réemménagé à Paris. Mon critère numéro 1 c'était d'habiter pas trop loin de chez ma copine Louane. Et en fait, j'ai mis du temps. Tu vois, je partais en tournée, je me sentais hyper seule, puis j'habitais à Montpellier. Donc, entre les dates de tournée, je devais rentrer à Montpellier et tout. J'habite à Paris pour plein de raisons, notamment le fait que vu que j'ai un spectacle de stand-up qui marche très bien, je joue à Paris devant des milliers de personnes par semaine. Donc, les allers-retours de Montpellier, c'était un peu compliqué. Mais aussi parce que mes potes me manquaient, et notamment Louane, mon amie Shoshana. Et maintenant, on vit ensemble, quoi, côte à côte. Et c'est une joie inouïe. Et je pense que les gens se rendent pas compte. Parce que ton pote il est là, il est pas là. Vous posez, vous jouez aux jeux vidéo, vous faites des notes vocales, vous traînez. Enfin, tu sais, on dirait que c'est des moments anodins, mais c'est incroyable, quoi. Et donc les chagrins d'amitié, c'est terrible parce que t'es seul et il y a que toi qui pouvais expliquer ce qui se passait entre vous, tu vois. Puis ça fait un peu. J'avais écrit plein de vannes sur le fait que tu peux dire comment a-t-il pu me faire ça. Il m'avait promis qu'on aurait des enfants, tu vois.
Alors que ton pote, tu peux dire comment a-t-il pu me faire ça, il faisait l'hélicoptère avec sa bite encore avant-hier. Enfin, tu vois, genre c'est genre rien n'est prenable au sérieux, quoi. Enfin, il y a une espèce de truc de il t'a rien promis, vous aviez pas de contrat en fait. Ça, c'est hyper dur. Alors que si tu largues ta meuf du jour au lendemain ou ton mec du jour au lendemain, moi, je me suis fait quitter par mail. Tout le monde était OK pour dire, ça se fait pas, tu vois. Ouais. Franchement, tu largues ton pote par mail, tout le monde s'en bat les couilles, tu vois. Ah ouais, moi, je me suis fait larguer par mail. Par un En pote. amitié? Ouais, c'est hyper dur. C'était mon vrai premier gros chagrin d'amitié. Et en fait, c'est là où je me suis dit, ouais, en fait, un chagrin d'amitié, ça peut être encore plus douloureux qu'un chagrin d'amour. Ouais. Et vraiment. Ça t'arrache le cœur, ouais. Ah ouais. Non, c'est pour ça que je trouve ça intéressant parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez et qu'effectivement, il y a un truc où l'amour a une priorité là-dessus et genre, ouais, mais ça va, il y a ton mec. Non, mais ça n'a rien à voir. Là, Ouais, j'ai c'est mon ça. âme sœur qui vient de me larguer. C'est horrible. Putain, Dieu m'en garde. Franchement, j'espère que ça m'arrivera jamais. Après, des années après, moi, j'ai eu vraiment un gros chagrin d'amitié il y a... Ça devait être en 2022, octobre 2022. Et là, on est en octobre 2024. Et ouais, c'était octobre 2022. Et tu vois, on a renoué avec cette amie. On redéveloppe une autre amitié complètement différente. Et c'est trop bien. Mais bon, pendant un an, on s'est pas parlé. C'était très dur. Puis en plus, je l'ai vécu comme un drame parce que je suis Swan, quoi. Et je pense qu'il y a ce côté peut-être moins irrévocable, mais sur plusieurs années. J'ai eu plusieurs chagrins d'amitié. Pareil, j'ai un autre chagrin avec une amie, je citerai pas son prénom par respect, mais où vraiment on avait fait rupture, quoi. J'avais laissé une lettre en disant je veux plus jamais te voir et tout. Puis on s'est revus 2-3 ans plus tard. Puis on est redevenus très amis 5 ans plus tard, quoi. Ouais. Donc ça a l'air irrévocable, mais franchement 3-4 ans plus tard, il y a moyen de ressauver les meubles parce que t'as changé et tu te souviens de pourquoi t'avais adoré cette personne, sauf que tu te souviens que ce qui t'avait horrifié à l'époque, maintenant t'as la sagesse et ça t'horrifie plus, quoi. Alors que je pense que les chagrins d'amour, enfin en tout cas moi j'ai jamais reconstruit une histoire avec quelqu'un avec qui ça a été violent la rupture, quoi. Voilà. Après ça arrive, hein, mais alors qu'en amitié ça m'est arrivé. Mais en amour, non. Donc effectivement, t'en avais fait une vidéo quand tu t'étais fait... En amour, ouais. Ouais, largué par mail. Et ça a changé du coup fondamentalement ton rapport à l'amour ? Ouais, pour toujours, hein. Franchement, je pense que ça m'a brisé le cœur pour toujours, quoi. En gros, genre mon cœur il va bien maintenant, mais c'est hyper gnangnan ce que je dis, mais il y a des cicatrices partout pour toujours. Donc, ouais, ça a changé mon rapport à l'amour, à avoir des enfants, à emménager, à la confiance et tout pour toujours. Et je pense que c'est le cas de beaucoup de gens, mais ça m'empêche pas d'être heureuse et de vivre des aventures incroyables. Et je pense que ça m'a aussi assagie, ça m'a aussi détachée de l'amour un peu enfantin qui est la passion et rien d'autre, et tout va bien et rien d'autre, et pas construire avec quelqu'un et donc envisager une famille de façon adulte, quoi, tu vois, en se disant comment on va, je sais pas, payer les factures et où est-ce qu'on va habiter et comment on équilibrera, et des trucs comme ça, tu vois. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont hyper heureux en amour et dans leur vie, qui ont eu le cœur brisé, quoi. Et ça arrivera peut-être encore, et j'ai sûrement brisé le cœur de beaucoup de personnes. Ouais, je pense que ça fait partie du parcours amoureux, mais ça a changé ma vie pour toujours. Pour toujours. Et du coup, là, c'est quoi ton rapport à l'amour ? Moi, j'ai envie de construire une belle relation. Là, j'ai rencontré quelqu'un qui est trop super. J'ai envie d'avoir une vraie... j'ai vraiment envie de construire quelque chose de profond et de long, avec le temps long, la confiance douce. Tu vois, quelque chose de moins peut-être passionnel et foufou qui va avec mon vieil âge. Mais voilà, je suis très sereine. Moi, je me trouve vieille. Après, je me trouve vieille. J'ai envie de choses de trentenaire en ce moment, tu vois. Après, j'ai vécu en caravane pendant 2 ans, les doigts dans le nez, tu vois, genre... je compte repartir en voilier dans 2 ans, faire le tour du monde. Donc, tu vois, c'est des phases, hein. Ouais. Mais là, j'ai envie de stabilité, d'amour et de respect pur, doux et long et constructif. Donc, je suis dans ce mood et je suis très patiente. Voilà, je suis très patiente. On construit un truc qui va peut-être marcher, peut-être pas marcher, mais je sais très bien ce que je veux et je sais à quel point je peux être flexible autour de ce que je veux, quoi. Je sais pas, je suis très, très heureuse, quoi. Mais c'est bien. Ouais, c'est cool. C'est chouette. Ouais, c'est cool. T'as évoqué tout à l'heure le désir de maternité. Ah ouais, je me souviens même pas, ouais. À quel moment ? C'est quand on parlait de la rupture
Tu disais que ça avait justement changé ton rapport au désir de la maternité, à la construction, etc. Ça m'interroge dans le sens où je trouve que le sujet de la maternité est... Et puis tu vois, c'est drôle parce qu'en plus, avant qu'on enregistre, on parlait justement de la maternité. Mais je trouve que c'est un sujet quand même qui revient aussi souvent auprès des femmes. Du coup, tu te situes où, toi, là-dessus, sur le désir de maternité ? Ben, moi, j'étais persuadée de ne pas vouloir avoir d'enfant. Et sans rentrer dans les détails, un événement est arrivé dans ma vie qui m'a fait un peu changer d'avis, voilà. Donc, je suis pas sûre de vouloir avoir des enfants, mais je suis moins sûre de pas vouloir en avoir, voilà. Ok. En gros, j'en suis là. Mais tu vois, c'est pas pour tout de suite, quoi. Franchement, c'est pas du tout pour tout de suite. Donc, je suis en réflexion, quoi. J'ai 33 ans. Je pense que, voilà, c'est un âge entre 33 et 38 où tu réfléchis très sérieusement, quoi. Parce que à partir de 38 ans, ça devient beaucoup plus compliqué d'en avoir. Ça veut pas dire que c'est pas possible. Commencez pas, les gens qui écoutent, à me dire, ouais, Swan, elle a dit que, enfin, tu vois, parfois, j'énonce des vérités biologiques et les gens, ils sont là, ouais, mais t'as pas honte de, bah, non, franchement, j'ai pas du tout honte de dire qu'à partir de 38 ans, c'est plus compliqué d'avoir des enfants, voilà. Si vous voulez nier la vérité, et dire, ouais, mais avec le don, congeler les ovocytes et tout est possible, bah, dites-le. Moi, j'ai donné mes ovocytes, j'ai une sœur qui est sage-femme, à partir de 38 ans, c'est plus compliqué d'avoir des enfants. Donc, me cassez pas les couilles. Non, mais je le dis parce que vraiment, les gens sont tatillons à un point, c'est fatigant. Et donc, bah, je réfléchis très sérieusement parce que ces prochaines années sont les années du choix, quoi. Vraiment. Donc, quand tu décides vraiment de pas avoir des enfants avant 39-40 ans, tu décides vraiment de pas avoir d'enfants. Bien sûr, tu peux toujours en avoir plus tard par le fruit du hasard, par le corps, par les progrès de la science. Il y a plein de façons d'en avoir, mais quand même un choix très déterminant, quoi. En avoir ou pas en avoir, c'est maintenant, quoi. Enfin, tu te mets pas de pression, on te met pas de pression par rapport à ça. Bah si, parce que le temps est compté, tu vois, et tu peux pas le nier. Mais je suis pas là à y penser tous les jours, à me dire il faut y aller. Enfin, je suis pas du tout prête à avoir des enfants. Mais par contre, je dis, bah voilà, si tu veux en avoir, faut commencer à réfléchir si dans 2-3 ans, t'en auras, quoi. Tu vois? Donc, peut-être mettre un peu d'argent de côté, ou si t'en mets pas, savoir que tu vas avoir un enfant à la cool, quoi. Ou que ça sera peut-être une angoisse chaque mois. Te dire, est-ce que tu veux être nomade toute ta vie ou pas, parce qu'il y a un moment où il y aura une école pour un enfant. Des trucs comme ça, tu vois, mais je suis pas là genre il faut que j'ai une maison, de l'argent et que je me mette près d'une école, quoi. Vraiment, tu vois, j'ai remis un stérilet hier, quoi, donc tu vois, c'est pas pour demain, quoi. Je voulais revenir un peu sur ton spectacle. Oui. Parce que du coup, moi, je l'ai vu à La Rochelle. Oui. Donc, le spectacle Calme, que je vous encourage à aller voir, qui est génial. En fait, il y a 2 choses qui m'ont marqué dans le spectacle. Déjà, j'ai trouvé ça hyper cool parce que je trouve que c'est du vrai stand-up. Enfin, il y a une vraie interaction. Enfin, moi, j'avais vu plusieurs spectacles et je trouvais, enfin, que souvent, il y avait l'intitulé stand-up, mais il y a quand même une certaine frontière avec le public. Et je trouve que, enfin, t'y vas. En plus, des fois, tu retiens bien les prénoms. Je suis assez impressionnée quand même. Trop bien. Parfois, pas du tout. Hein. Ça dépend du niveau de fatigue. Parfois, je demande 15 fois. C'est gênant. Mais en plus, moi, j'ai eu la chance de voir dans une petite salle. Donc, il y avait un côté... C'était ma première tournée l'année dernière, ouais. Un peu intimiste. Et surtout, le sujet du spectacle, je l'ai trouvé hyper cool. Et j'ai trouvé ça hyper cool, en fait, que ce soit une meuf qui en parle. Donc, le sujet du spectacle, pour ceux qui savent pas, c'est la colère. Oui, c'est vraiment... Non, mais si vous écoutez, vous la connaissez, c'est tout. Mais j'ai trouvé que, effectivement, le sujet de la colère, en tant que femme, moi, tu vois, gamine, dès que je me mettais un peu en colère ou j'exprimais un peu ça, tout de suite, on me rabrouait. Genre, vas-y. Bien sûr. Et alors que je voyais, par exemple, mon demi-frère, qui pouvait des fois s'énerver ou quoi, il y avait un truc complètement différent. Moi, j'étais une chieuse. Bien sûr. Lui, il s'exprimait. Ouais. Et je me suis dit, mais putain, ça m'a cassé les pieds. Et donc, pendant des années, j'ai eu un rapport compliqué avec la colère. Je savais pas trop comment la gérer. Et c'est pour ça que quand j'ai vu ton spectacle, je me suis dit, waouh, mais il faut en parler, quoi. Il faut dire, ok, les meufs, mettez-vous en colère. Et du coup, je voulais un petit peu en parler pour finir sur le podcast. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur la colère ? Ben, je peux vous dire de venir voir mon spectacle, parce que c'est vraiment un spectacle que sur ça. En ce moment, je le joue à Paris. J'en profite pour faire la promo. Oui. Tous les mardis et mercredis à 19h au théâtre Édouard VII. C'est un grand théâtre magnifique. Et je suis de nouveau en tournée là de janvier à juin 2025, même de janvier à janvier 2026, pour être honnête avec toi. Mais je n'ai pas encore annoncé toutes les dates. Bref. Et donc dans des grandes salles et tout. Bah, ce que je peux vous dire, c'est... ce que c'est la conclusion du spectacle, en fait, c'est que c'est une émotion qu'on atténue, qu'on empêche, qu'on endort chez les femmes, quoi.
Et au final, on ressent souvent de la honte et de la culpabilité et de la peur parce qu'on nous a dépossédés de cette émotion qui est en fait empouvoirante et qui est là pour nous dire qu'il y a quelque chose qui va pas. Franchement, on est très rarement en colère sans justification, tu vois. Il y a une espèce de truc... En fait, ce qui se passe quand t'es en colère, c'est il se passe vraiment des phénomènes physiques, quoi, dans ton corps, dans ton cœur. J'avais trop envie de faire une vidéo YouTube, j'ai pas eu l'occasion de le faire, mais où j'étais avec Louane, elle me préparait une journée et je voulais avoir un tensiomètre ou un truc comme ça pour qu'elle me confronte à des trucs qui m'énervent toute la journée. Ouais. Et en plus moi ça va très très vite, donc ça serait vraiment hilarant de faire cette vidéo. Donc j'ai appris en enquêtant pour ce spectacle qu'il se passe quelque chose dans ton corps et que c'est là pour te protéger en fait. C'est comme quand tu mets ta main sur une casserole bouillante, bah ta main elle se retire très très vite parce qu'elle a besoin parce que ton corps sait qu'il y a un danger avant que tu te dises tiens, une casserole est bouillante car elle était sur les flammes et les flammes sur la casserole créent un danger. Tu vois, genre ton corps il fait tire-toi, tu vois, direct. C'est vraiment un réflexe de survie. Bah la colère c'est pareil. Quand t'es en colère, c'est fait pour que tu te défendes, quoi, pour que vraiment physiquement il se passe quelque chose dans tes mains, pour que tu t'empares d'un objet pour te protéger, des trucs comme ça. Et en fait, bah si toute ta vie on t'éduque en te disant sois gentil, sois sage, tais-toi, ne crie pas. Si on te regarde avec des yeux ronds comme ça quand tu joues à la carabine, à la mitraillette, personne joue à la carabine, on est quoi dans les années 80 J'ai rien dit. Si tu joues à la mitraillette et tu joues à la guerre alors que t'es une petite fille adorable avec des couettes et tout, bah tout le monde va trouver ça bizarre et tout. Bah au fur et à mesure, on t'apprend que la colère c'est pas bien, quoi. On t'apprend que la colère c'est pas normal, que c'est la honte, que c'est moche. Donc c'est pour ça que les petites filles, je pense, pleurent autant. Enfin, tu vois, et les femmes plus tard, quoi. Parce qu'on leur a dit, bah pleurer c'est ok, t'énerver, frapper, casser quelque chose, crier, bah c'est pas ok. Donc en fait, on est là avec notre espèce de barrière, tout comme les hommes n'ont pas le droit de pleurer, quoi. C'est terrible pour eux parce que pleurer, ça t'apporte des endorphines immédiatement pour apaiser ton chagrin, ta colère aussi. Donc on est là avec une espèce de barrière, une espèce de volcan intérieur qui peut sortir nulle part, quoi. Donc on brûle physiquement. Ça m'émeut de le dire alors que j'en parle toute ma vie, tu vois. Je passe ma vie à parler de ça, mais on est genre on est enfermé et dans une pièce et ça brûle, quoi. C'est horrible. On suffoque, on peut pas sortir, on se consume. Et donc, mon spectacle explique ça et il dit n'hésitez pas à brûler à l'extérieur. Ça va vous faire du bien et peut-être que la société a besoin de ça, quoi. Voilà, c'est ça que je dis sur scène. Mais avec des blagues, hein. Promis, c'est drôle. Non, promis, c'est hyper drôle et c'est, je trouve, très intelligent dans l'écriture aussi. C'est gentil. Non, mais vraiment, enfin, je dis pas ça pour te jeter des fleurs, enfin, pour être dans de l'écriture et dans le milieu-là à moindre mesure, mais je trouve que c'est très intelligemment fait. Tu vois, et c'est pas non plus, moi j'étais venue avec mon mec, c'est pas non plus, comment dire, à taper sur les mecs. Ouais, non, pas du tout. C'est pas du tout le but, hein. Ouais. Mais parce que tu vois, moi, au départ, mon mec, il avait un peu ce truc de se dire, enfin, ouais, je vois que tu regardes, ça a l'air sympa. Bon, d'accord, je viens avec toi. Et en fait, il a adoré. Ah, et en fait, ça lui a aussi parlé à lui. Et c'est ça que je trouve hyper cool. Et je pense que c'est ça qu'il faudrait arriver à retrouver avec l'égalité femmes-hommes et tout ça. C'est pas genre, nous, les meufs, on veut tous vous écraser, les mecs. Non, pas du tout. Au contraire, en fait, on voudrait juste que ça se rééquilibre, mais d'un côté comme de l'autre. Ce qui est trop bien quand t'es une humoriste femme, que tu fais un spectacle d'1h30, c'est que tu obtiens, on te paye même pour avoir l'écoute des hommes pendant 1h30. Donc tu peux aller au bout de tes démonstrations sans que la personne dise moi, ou que la personne t'interrompe, ou même si la personne se sent blessée au début de la démonstration, finalement elle t'écoute en fait. Et c'est peut-être ça qui manque parce qu'on a tous été élevés dans le patriarcat et tout, c'est vraiment de l'écoute. On le voit bien avec le procès de Gisèle Pellicot, genre comment on écoute les victimes en fait, et pourquoi il faut taper du poing sur la table et dire maintenant vous écoutez en fait, vous écoutez pourquoi quand on nous caresse une fois de trop en soirée alors qu'on n'a rien demandé, bah ça fait résonner tous les viols et agressions sexuelles d'avant. Pourquoi pourquoi la galanterie peut être énervante parce qu'en fait elle va avec du paternalisme et on a peut-être été confrontés à des gens qui ont été galants mais qui nous ont pas donné d'augmentation, qui nous ont tutoyés alors qu'ils vous voyaient nos collègues hommes, qui nous ont pas parlé. Enfin tu vois.
Donc ouais, j'ai cette chance inouïe de pouvoir parler devant des milliers de personnes par semaine et en plus de les faire rire et de leur faire passer un bon moment, d'obtenir leur écoute. Ça fait du bien. Je vous encourage vraiment, si vous ne l'avez pas fait, à aller voir Swan en spectacle, que ce soit à Paris ou en tournée, et d'y aller avec ou sans votre mec, ou avec votre meuf, ou sans votre meuf. Vraiment, mais allez-y. Je vais finir avec une dernière question. Je finis souvent d'ailleurs avec celle-ci. Je commence souvent avec la même et souvent je finis avec la dernière. Après, je suis en roue libre. Du coup, je pense qu'elle va moins résonner pour toi et je trouve ça d'autant plus intéressant. Ma question est la suivante. Si tu avais quelque chose à dire à la petite fille, à la petite Swan, avec du recul, qu'est-ce que tu lui dirais ? Je lui dirais t'as raison d'être révoltée. Je lui dirais ça. Merci beaucoup. C'est un plaisir. Vraiment, merci beaucoup. C'était hyper intéressant. Donc là, tu joues ton spectacle sur Paris. Tout à fait. Tu joues jusqu'à quand ? Mardi, mercredi, 19h jusqu'à fin décembre 2024. Ok. Ouais. Et après, tu repars sur les routes ? Après, je repars sur les routes de janvier à toute la vie. Je te le souhaite. Je repars sur les routes, ouais. Et bien, de toute façon, vous pouvez retrouver Swan sur ses réseaux sociaux. Ouais, j'ai un site aussi qui sort d'une minute à l'autre, swanperissé.fr. Et puis, merci encore. C'est un plaisir. Et puis, bonne fin d'après-midi. Merci, toi aussi. Ciao.